Les tueurs en série fascinent autant qu'ils terrifient. Et si tu en croises un, tard la nuit, il y a de fortes chances qu'il t'envoie directement au ciel. C'est pour ça que dans cette vidéo, on va parler de 3 tueurs en série qui ont échappé à la justice et qui sont toujours libres. Dans la nuit du 20 décembre 1968, en Californie du Nord, 2 jeunes sont en pleine parade nuptiale dans une voiture. On est en Californie, dans les années 70, l'époque c'est peace and love, les gens sont rêveurs et les gens font l'amour un peu partout. Et surtout dans leur voiture. À un tel point que l'État a mis en place ce qu'on appelle des lovers lane. Des zones un peu à l'abri des regards dans des endroits assez sombres où les couples peuvent se garer et s'accoupler dans le plus grand des calmes. Et c'est exactement ce que vont faire David Faraday et Betty Lou ce soir-là. Un jeune couple de 17 et 16 ans, ils vont se garer dans leur Rambler. Pour les connaisseurs et les plus anciens d'entre nous, il fait sombre, la nuit est calme, ils sont jeunes, ils sont amoureux et toutes les conditions sont réunies pour faire monter la température dans la voiture. Et les 2 jeunes commencent à peine à s'embrasser qu'une lampe torche éclaire l'intérieur de la voiture. Un homme sorti de nulle part avec une lampe torche dans la main gauche et un pistolet dans la main droite braque David et lui ordonne de sortir de la voiture. David Faraday, à ce moment-là, il a dû penser que l'homme était là pour lui voler sa voiture. Et certainement il s'est senti en sécurité à l'intérieur de l'habitacle, puisque les portes étaient verrouillées et les vitres étaient fermées. Sauf que l'homme n'était pas là pour la voiture ce soir-là. Il était là pour tuer ce soir-là, et c'est sans réfléchir qu'il tire sur David plusieurs balles. Quand Betty Lou est à côté et elle voit les tirs qui fusent, elle ouvre la portière et elle commence à courir le plus vite possible pour fuir l'agresseur. Il est 1h du matin quand les policiers retrouvent la voiture du jeune couple. Le corps sans vie de David est à l'intérieur, et ils retrouveront un peu plus tard dans la soirée le corps de Betty Lou à 27 mètres de la voiture, le dos criblé de balles. Les pauvres jeunes gens de 17 et 16 ans, ils pensaient qu'ils allaient passer l'une des meilleures soirées de leur vie, et malheureusement, ils n'ont trouvé que la mort. Ce soir-là, les États-Unis découvrent l'existence de ce qu'ils appelleront le tueur du Zodiac. Un tueur qui va terroriser la Californie de 1968 à 1969, même si beaucoup pensent qu'il a tué bien après 1969. Ce tueur va prendre beaucoup de plaisir à jouer avec la police. Il va leur envoyer beaucoup de lettres, toutes signées par un signe du Zodiac. Officiellement, il a arrêté de tuer en 1969, mais il va quand même envoyer des lettres jusqu'en 1974. Et comment on sait que c'est bien le tueur qui a envoyé des lettres et pas le voisin d'à côté qui a envie de s'amuser et se faire passer pour le tueur? C'est simple, dans ces lettres, il donnait des détails sur les meurtres que seul le tueur pouvait connaître à ce moment-là de l'enquête. Officiellement, le tueur du Zodiac n'a tué que 7 personnes, 4 hommes et 3 femmes. Mais dans ses lettres, le tueur prétend en avoir tué au moins 37. Et je pense qu'il a raison. D'une part, dans ses lettres, il faisait beaucoup de revendications en disant « Vous voyez cette femme-là qui a disparu il y a quelques mois? Eh bien, c'est moi qui l'ai tuée. » Il y a beaucoup de corps, beaucoup de gens qui ont disparu à cette époque et on n'a jamais retrouvé les corps. D'autre part aussi, dans ses lettres, il avait parlé de ses croyances, de sa religion à lui, de ce qu'il avait inventé. Et lui, c'est simple, il pensait que chaque personne qui tuait allait devenir son esclave au paradis. C'était vraiment sa croyance et c'est pour ça qu'il a tué uniquement des gens de 16 à 29 ans. Donc si vous voulez avoir des esclaves, vous préférez en avoir 37 ou vous préférez en avoir 7. Et je pars aussi du principe que potentiellement les autorités de la Californie, ils ont dit le chiffre 7 pour ne pas faire peur aux gens. Parce que dire qu'il y a un tueur en série qui est toujours libre et qui n'a pas été attrapé, qui a tué 37 personnes, c'est beaucoup plus effrayant pour les habitants que dire uniquement c'est un tueur en série qui a tué 7 personnes et qui s'est arrêté là. Le tueur du Zodiac attaquait principalement des gens en train de fricoter dans leur voiture, à l'abri des regards. Par exemple, le 4 juillet 1969, 6 mois après avoir tué Michael et Betty, qu'ils reposent en paix, le tueur s'attaque à 2 collègues en train de faire l'amour dans une voiture. Darnell Ferrin, 22 ans, et Michael Majo, 19 ans. Le tueur va arriver comme à son habitude, lampe torche et pistolet. Il va mitrailler les 2. Darnell Ferrin va mourir sur le coup. La pauvre femme laisse 2 enfants en bas âge à la maison. Même si, quand elle a été tuée, elle était en train de tromper son mari avec un de ses collègues. Du coup, c'est une situation un peu compliquée. Et moi, je me suis demandé quel sentiment avait pénétré le cœur de son mari quand il a appris la mort de Darlene. Est-ce que c'est la colère qui a pénétré son cœur d'avoir été trompé ou est-ce que c'est la tristesse d'avoir perdu sa femme adultère? Donne-moi ton avis en commentaire et selon la légende, si tu t'abonnes maintenant à cette chaîne YouTube, tu ne seras jamais trompé de ta vie. Le soir du 4 juillet, le tueur va commettre une erreur, la seule erreur de tous ses crimes. D'ailleurs, quand il va tirer sur Michael Majo va essayer de se glisser sur la banquette arrière. Et il va se retrouver coincé entre les 2 sièges avant du véhicule. Il a tellement pris de balles, il saigne de partout, il est immobile et quand le tueur le voit dans cet état, il se dit qu'il est mort et décide de partir. Sauf que Michael faisait semblant d'être mort. Et il survivra miraculeusement à cette attaque. Michael le survivant va permettre de faire avancer l'enquête de quelques centimètres seulement, puisque pour la première fois,
il va donner une description du tueur qui va permettre d'établir un portrait robot. D'après Michael Mageau, le tueur du Zodiac est un homme blanc âgé de 25 à 30 ans, mesurant environ 1m73 à 1m78, avec des cheveux bruns et courts et un visage rond. Il portait des lunettes et il avait une apparence soignée. Et c'est cette description qui va servir de base pour les portraits robots diffusés par la police dans les médias. En plus d'avoir tué officiellement 7 personnes, le tueur du Zodiac est surtout connu pour ses lettres qu'il envoyait à la police et aux journaux locaux. Ces lettres, c'était principalement des revendications, des menaces, des moqueries et parfois des demandes. Par exemple, il a demandé à ce que sa lettre d'août 1969 soit publiée en première page de certains journaux. Sinon, il allait continuer à tuer le plus possible. Et le pire dans tout ça, c'est que les policiers ont accepté sa demande. Les policiers, à un moment donné, ils étaient dépourvus, ils se sont dit, bon, on accepte, de toute façon, on va publier la lettre, comme ça, il va arrêter de tuer. Sa lettre, elle a été publiée dans 3 journaux différents, mais pas en première page. Mais la lettre, elle a été publiée à la page 4, pour être précis, vous donner des détails. Le pire, c'est que beaucoup de gens ont lu sa lettre dans les journaux, et ça a contribué à créer un climat d'insécurité énorme dans toute la Californie. Les gens, ils osaient plus aller dans leur voiture et faire ce qu'ils avaient à faire. Dans certaines de ces lettres, le tueur plaçait des messages codés dans un langage que lui-même avait inventé. C'était des lettres, de l'alphabet et des symboles assez bizarres. Pour le tueur, ces messages codés, c'était comme un défi proposé aux policiers. Une façon de leur dire, si vous êtes plus malin que moi, eh bien déchiffrez mon message codé. Le problème, c'est qu'il a fallu plus de 50 ans pour déchiffrer certains messages codés. Le tueur a peut-être à ce moment-là surestimé un peu les policiers, ou il a créé un message codé un peu trop complexe. On a par exemple un message codé du tueur qu'on appelle le Z340. Z pour le tueur du Zodiac et 340 pour le nombre de caractères. Ce message, il n'a été que partiellement déchiffré en 2020 et il avait été envoyé à la police en 1970. Et c'est des chercheurs bénévoles avec l'aide de la technologie qui ont réussi à décoder ce message. Dans ce message, il répond à une émission de télé de l'époque, des années 1970. Donc peut-être que le tueur dans sa tête, il pensait que les policiers allaient tout de suite décrypter son message. Ce qui n'a pas été le cas et il a fallu plus de 50 ans. Dans l'émission de télé dans laquelle le tueur répond, il y avait un homme qui s'était fait passer pour le tueur du Zodiac et il avait dit au présentateur « Oui, j'ai peur de la mort ». Donc le tueur du Zodiac, il a écrit un message codé et il répond en disant que lui, il n'a pas du tout peur de la mort et que toutes les personnes qu'il a tuées seront ses esclaves au paradis. Donc limite, il est pressé d'y aller. L'histoire, elle est tellement profonde et complexe qu'il faudrait que je fasse une vidéo complète sur cette histoire, qui est incroyable. Donc si tu veux que je la traite en vidéo, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Le principal suspect dans cette affaire s'appelle Arthur Leigh Allen et il y a beaucoup trop d'indices pour le croire innocent. Déjà, Allen était un enseignant de la ville de Valjo et il habitait à côté du lac Berryessa. 2 endroits où ont été commis des meurtres et le lac Berryessa, d'ailleurs il y a une femme qui a été tuée là-bas qui n'a jamais été retrouvée. Arthur Allen, il portait une montre de la marque Zodiac avec le même symbole utilisé par le tueur qui signait ses lettres. Allen a fait plusieurs déclarations troublantes à ses amis. Il a dit qu'il aimerait chasser des gens. Et dans ses lettres, le tueur du Zodiac, il utilisait beaucoup de références à des films. Notamment à un film, The Most Dangerous Game, où dans ce film-là, il y a un tueur en série qui chasse des gens comme on chasse des lapins dans une forêt. Donc le mot chasser, il revenait beaucoup. Aussi, dans l'une de ses dernières lettres, le tueur du Zodiac, il dit qu'il arrête de chasser des gens, qu'il prend sa retraite. Sauf que au mieux de dire « j'arrête de tuer des gens », il dit « j'arrête de chasser des gens ». Ce mot « chasser », il est très important parce qu'il est sorti de la bouche du tueur et de la bouche d'Arthur Allen. Un autre élément troublant, c'est que Arthur Allen, il était toujours absent de son travail tous les jours de meurtre. Il n'a jamais été au travail les jours où il y a quelqu'un qui a été tué. Arthur Allen, il avait été aussi condamné pour... Et dans ses lettres, le tueur, il était très concentré sur les enfants. À un moment donné, dans une lettre, il va semer la panique dans tout l'État des États-Unis. Pourquoi? Parce qu'il va dire qu'il va attaquer un bus scolaire. Et donc tous les bus scolaires, ils vont être extrêmement surveillés, les parents ils vont paniquer, etc. Ça va être la panique générale. Mais en tout cas, ce focus sur les enfants, il est très présent chez le tueur et chez Arthur. Lors d'un meurtre près du lac de Berryessa, commis par le tueur du Zodiac, des empreintes de chaussures militaires ont été trouvées sur la scène du crime. Et les enquêteurs, ils ont retrouvé chez Arthur Allen une paire de chaussures militaires de la même taille que celle des empreintes prélevées. On a aussi retrouvé chez lui un pistolet calibre 22, le même calibre utilisé pour tuer les jeunes dans la voiture. Il y a beaucoup d'indices. Un ami d'Arthur Allen, qui s'appelle Don Cheney, il a déclaré à la police qu'Allen lui avait tout raconté sur ses plans de créer le tueur du Zodiac. Et Michael Mageau, le survivant du tueur du Zodiac, le jeune qui a survécu dans la voiture, il a reconnu des années après, quand même, il a fallu du temps, Arthur Allen comme étant le tueur du Zodiac qui lui avait tiré dessus. Le problème, c'est que Michael Mageau, il a tellement attendu que les autorités ont dit non, il fallait le dire tout de suite.
Tu peux pas arriver des années plus tard et dire c'est lui. Un dernier élément troublant, c'est l'utilisation de mots similaires dans les lettres du tueur et dans les écrits d'Arthur Allen. Tu sais, il y a certaines personnes qui utilisent souvent des mots qui ne sont pas utilisés par beaucoup de monde. Par exemple, le mot lunaire. Si je te dis c'est lunaire, c'est lunaire, c'est lunaire, c'est un mot qui est courant, que tout le monde peut utiliser, mais qui n'est pas utilisé par beaucoup de personnes. Eh bien, Arthur et le tueur utilisaient des mots comme ça que seuls eux utilisaient. Cependant, malgré tout ça, Arthur Allen est décédé en 1992 dans son lit dans le plus grand des calmes. Un homme libre. Rien n'a permis de confirmer à 100% qu'il était le tueur. On lui laisse donc le bon soupçon, et c'est un homme, jusqu'à aujourd'hui, innocent. En 2002, 10 ans après la mort d'Arthur Allen, les policiers n'ont pas lâché le morceau. Et ils ont analysé et comparé l'ADN retrouvé sur les lettres du tueur du Zodiac avec celui d'Arthur Allen. Et les deux ADN n'étaient pas identiques. Après, il y a beaucoup de gens qui disent que Arthur Allen, il avait écrit des lettres et il a utilisé l'ADN d'une autre personne pour soit écrire les lettres, soit coller les lettres. En gros, il y a beaucoup de gens qui disent qu'il a utilisé une autre personne. Mais après, c'est des suspicions et des hypothèses. Le deuxième suspect dans cette affaire, c'est Lawrence Kane. Et c'est souvent l'autre suspect mentionné dans l'affaire du tueur du Zodiac. Pour commencer, Kane avait le profil psychologique parfait du tueur en série. Aucune émotion, des troubles mentaux, une intelligence incroyable, un comportement instable sur les bords et une absence totale d'empathie. Plusieurs personnes ont dit l'avoir vu traîner dans les lieux où avaient été commis les crimes. Il avait aussi une fascination pour tout ce qui est langage codé ou cryptogramme. Et ça, on va pas se mentir, c'est plutôt rare. Est-ce que toi, tu connais des gens qui sont passionnés par les messages codés et la cryptographie? Non, on est d'accord. Et cet amour du langage codé, c'est un peu comme le tueur. Et le dernier élément le plus probant, c'est le physique de Lawrence Kane qui ressemble comme à deux gouttes d'eau au portrait robot du tueur du Zodiac. On dirait limite que Michael Majo, il a regardé une photo de Lawrence Kane et il a dit c'est lui. Il se ressemble tellement, c'est impressionnant. Et c'est aussi peut-être en grande partie pour ça que les autorités, ils ont beaucoup creusé sur le cas de Lawrence Kane. Peut-être que Lawrence Kane, oui, il a des troubles mentaux, oui, il est impulsif, etc. Mais comme il ressemble au tueur, ils se sont dit c'est lui. Cependant, comme pour Allen, aucune preuve directe ne l'a lié de manière concluante au crime. Et il reste jusqu'à preuve du contraire innocent. Je ne sais pas si on peut vraiment leur donner le titre de tueur en série, mais j'ai trouvé que l'histoire elle était extrêmement intéressante. Et on parle quand même de la mort de 28 personnes et de 22 blessés au total. Tu sais, dans les films de braqueurs, les braqueurs ils essayent toujours de tuer le moins de personnes possible. D'une part parce que leur objectif c'est l'argent, c'est pas de tuer. Et d'autre part pour ne pas alourdir leur dossier devant le juge. Mais aussi parce que plus les braqueurs tuent des innocents, et plus l'État mettra des moyens sur la table pour les arrêter. On peut parler de Jacques Messrine par exemple, qui tirait sans hésiter, à la fin, au mieux d'être arrêté, il a été tué par des forces de l'ordre. Les tueurs de Brabant, eux, ils vont à l'inverse de cette philosophie. Pas un braquage ne se fait sans tuer un innocent. C'est un groupe de 3 braqueurs sans pitié qui vont terroriser toute la Belgique de 1982 à 1985. Les 3 hommes ont chacun un surnom. Le tueur, le géant et le vieux. Comme le film américain, le bon, la brute et le truand. Le tueur va être celui qui a la gâchette facile et qui va tirer sans hésiter. C'est aussi lui le cerveau de la bande. Au point que les policiers vont commencer à penser que le tueur est peut-être un tueur en série qui profite des braquages pour tuer des innocents. Par exemple, en 1982, dans le centre de la Belgique, le groupe va braquer une auberge. Ils vont l'aubergiste, le tuer, et ensuite commencer à boire des bouteilles de champagne. Et ça, c'est quand même assez bizarre pour des braqueurs. Quand on est braqueur, on ligote quelqu'un, on le tabasse, on essaie de récupérer tout ce qui est de valeur et de s'enfuir. Eux, ils tuent, ils boivent du champagne, limite ils sont en train de célébrer le massacre, on dirait. Les 3 hommes vont principalement braquer des supermarchés, mais aussi quelques armureries et des bijouteries. Plus ils vont braquer, et plus le nombre de morts va grandir. Le 13 mars 1982, le groupe commence par le vol d'un fusil dans une armurerie de Namur, sans tuer personne. Et ça finit le 9 novembre 1985 par le braquage d'un supermarché avec 8 morts et 7 blessés pour seulement 18 000 euros. 18 000 euros, c'est pas grand chose quand on voit le risque encouru, quand on voit le nombre de morts. 18 000 euros pour 8 morts, généralement il y a des braqueurs qui ont fait beaucoup mieux. Les braqueurs ils vont cesser leur activité subitement en 1985. Les enquêteurs pensent connaître les raisons qui ont forcé les 3 hommes à s'arrêter. Lors du dernier braquage, les braqueurs échangent des tirs avec les policiers. Dans le tas, il y a un policier qui est instructeur de tir qui arrive à toucher un des braqueurs. Il s'avère que le braqueur touché, c'est le cerveau de la bande, c'est celui qu'on appelle le tueur. Les enquêteurs pensent que le tueur a été tué ce soir-là et que les 2 complices, il y a eu des témoignages des années et des années plus tard en disant qu'ils avaient vu les 2 braqueurs enterrés dans une forêt le 3e, mais c'est des années et des années plus tard. Il y a des gens qui ont parlé de cette histoire 15 ans plus tard.
Donc les enquêteurs y pensent que le tueur a été tué et enterré dans une forêt par ses deux collègues et que sa mort a mis fin au braquage. Maintenant, reste à savoir qui sont les principaux suspects dans cette affaire. Eh bien, on n'en sait strictement rien. Aucun suspect, aucune preuve solide, aucune piste, il n'y a rien en fait. Et même concernant les raisons, c'est exactement la même chanson. On ne sait pas grand-chose. Sachant que les braqueurs n'encaissaient pas énormément d'argent de leur braquage. Tous les braquages, environ une douzaine, pour 60 000 euros par braqueur. Quand tu regardes les risques et le nombre de morts, c'est pas grand-chose 60 000 euros. Du coup, il y a beaucoup de personnes qui vont commencer à spéculer sur les causes réelles des braquages. Pour certains, c'était une tentative d'assassinat déguisée en braquage par une équipe de tueurs. Pour d'autres, c'est une équipe de tueurs en série qui prenait plus plaisir à tuer qu'à voler de l'argent. Ils allaient, ils tuaient et ils prenaient un peu d'argent histoire de vivre. D'autres personnes disent que ce sont du crime organisé, de la mafia et des règlements de compte en interne. Dans tous les cas, malheureusement, nous n'en savons rien jusqu'à aujourd'hui et ces tueurs en série sont toujours libres. Peut-être qu'ils sont en France, vu la proximité entre la France et la Belgique. Peut-être qu'ils sont ailleurs. Peut-être qu'ils ont tout simplement refait leur vie et qu'ils vivent tranquillement et paisiblement. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de liker et de partager. C'était Tyler Murder, à bientôt pour d'autres vidéos.